5 persone collegate. Ok, bon. Eh bien, on va démarrer alors. Alors, chers amis, bonjour à vous tous dans ce premier troisième webinaire de la Chambre de commerce, mais le premier webinaire en français. On a un sujet tout à fait d'actualité. Je crois que nous vivons tous les jours, c'est d'aller faire ses courses, de s'alimenter. Et donc, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir. Et je remercie Gérard Labinet, qui est le patron, le PDG de Carrefour Italie, qui va nous parler de derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière le décor, derrière les magasins, derrière la caisse, derrière les rayons où nous nous trouvons tous les jours à faire la queue, il faut quand même bien le dire, pour essayer d'être dans les règles de la sécurité. Et encore une fois, merci Gérard. Je ne prends pas plus de temps. Je crois qu'il y a deux grandes questions auxquelles tu vas répondre. Ces deux grandes questions, je les pose. La première, c'est qu'est-ce qui change aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se présente? Et puis, comment demain, est-ce qu'il y aura un après-crise et comment ça va se passer? Alors, ce que je demande à tout le monde, avant de laisser la parole à Gérard, un peu de discipline, tout le monde se met en mute. Et les questions, surtout les questions, se posent par écrit. Il n'y a pas de questions orales parce que nous sommes nombreux. Je vois le compteur qui monte. Nous sommes à 50, 52. On attend 80 à 90 personnes. Donc, les questions par écrit. Parole à toi, Gérard, et encore merci de ta présence. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Merci, Denis, et merci à la Chambre de me permettre de partager la vie d'un simple épicier dans cette période de crise sanitaire et économique que traverse l'Italie, bien sûr, mais aussi le monde entier aujourd'hui. La première chose que je voulais dire avant de vous illustrer un peu mes propos, c'est que même si tous les jours nous continuons de saluer l'incroyable dévouement des personnels médicaux qui sont en première ligne sur le front de guerre, je voudrais aujourd'hui saluer le travail extraordinaire de tous les employés qui sont à la manœuvre dans toute la chaîne alimentaire, que ce soit dans la production, dans le transport, dans la logistique et bien sûr au sein des magasins et dans toute la chaîne de distribution. Je ne parle pas en particulier, évidemment, de Carrefour. Même si je souhaiterais remercier en particulier tous ceux qui, chaque jour, sont au contact du client, dans tous les magasins du pays, dans toutes les enseignes, évidemment, et en particulier pour les équipes de Carrefour qui font un travail remarquable et qui font preuve d'un courage incroyable pour assurer la distribution des produits dits essentiels pour vous tous qui faites vos achats, comme le soulignait Denis. Je vais illustrer mes propos par quelques slides, mais je ne vais pas m'attarder sur les chiffres, ils n'ont pas une grande importance. Je voulais juste rappeler que dès le 21 février, ce fameux week-end où on a malheureusement eu les premiers décès en Italie, le confinement de la région autour de Codogno, ça a été immédiatement les premiers rushs sur les magasins. Je vous ai mis ici juste un slide qui montre les différentes régions et l'évolution du chiffre en fonction des annonces. La première restriction dans le nord de l'Italie, le confinement total du pays, où bien évidemment les ventes explosent, mais vraiment explosent, vous aurez quelques chiffres après, pour ensuite se calmer. Mais chaque fois que le gouvernement fait une annonce, chaque fois qu'on resserre un peu les libertés, entre guillemets, il y a beaucoup d'interprétations dans les régions et à chaque fois, malheureusement, comme dans le monde entier, les gens se ruent dans les magasins par peur de manquer de produits. Si on peut changer de slide. Merci. Alors, évidemment, il y a une grande disparité entre ce qui se passe dans les grands magasins, les hypermarchés, et puis les tout petits. Vous le savez, plus on restreint les libertés de circuler, plus il est difficile d'accéder aux grands magasins, aux hypermarchés, qui sont vraiment en souffrance dans tout le pays. Je vous donne les chiffres ici, c'est évidemment pas à Carrefour, ce sont les chiffres de l'ensemble de la grande distribution en Italie. Et on voit que plus le magasin est petit, plus il est dit de proximité, plus il est proche des gens, plus il fonctionne. Ce qui est d'une grande complexité parce que vous pouvez imaginer qu'il est plus facile de livrer et d'achalander des grands magasins que des tout petits, avec les problèmes de circulation, de centre-ville et de détail au quotidien. Donc déjà, la première chose, c'est un boom des ventes, mais un boom très différent en fonction de la taille des magasins.
Et ça s'explique aussi par la psychose qui est montée dans la population, la peur. Au début, on a eu peur d'aller dans les grands magasins, de peur de rencontrer trop de monde. Et puis après, on a eu peur d'aller dans ces endroits trop petits pour éviter de se toucher les uns les autres. Donc on a eu des vagues, on est passé des grands aux petits magasins. Aujourd'hui, c'est installé. Tout le monde fait ses courses dans les plus petits magasins proches de chez soi. Et c'est très différent, évidemment, d'une région à une autre. C'est lié au déplacement de la contagion entre le nord et le sud. Vous voyez qu'aujourd'hui, les régions du sud sont celles où les gens font encore le plus d'achats, alors que dans le nord-ouest, les régions de Milan et Turin, ça s'est énormément calmé. Si on peut changer de page, merci. Voilà, je vous ai mis ici juste quelques chiffres. Évidemment, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont essayé, c'est très compliqué, hein, mais il y a un boom de e-commerce. L'Italie est un pays qui était un peu à la traîne par rapport à ses voisins européens sur la demande de e-commerce en food. Je ne parle pas de non-food, hein, je suis vraiment sur l'alimentaire. Et puis depuis le début de cette crise, c'est un rush complet, une explosion des chiffres d'affaires. Et là, ce sont des chiffres arrêtés au 22 mars. Je peux vous dire que la dernière semaine de mars et la première semaine d'avril, ça a encore explosé. Aujourd'hui, on passe d'un plus 300% à plus 500%. Mais évidemment, aucun retailer n'était prêt à assumer ce genre de transformation violente de ses ventes. Et puis, vous voyez à l'intérieur, il y a une grande dichotomie entre la livraison à domicile et ce qu'on appelle le click and collect. Les drive en France, pour ceux qui connaissent la France, mais il y en a très très peu en Italie, ou le simple fait d'aller chercher ses marchandises à une caisse dédiée ou derrière une porte sur un parking. Et en fait, ça s'explique énormément parce que mettez-vous à la place de tous ceux qui font la file tous les jours pour aller en magasin. Aujourd'hui, c'est entre 30 minutes et 1 heure hein, pour rentrer dans un magasin. Eh bien, si vous le commandez en click and collect, vous évitez tout cela. Alors, je vous l'ai mis pourquoi? Parce que c'est un vrai changement fondamental, c'est une accélération du e-commerce et je pense que ça va perdurer. La simple chose, c'est que tout le monde le fait très très mal parce que personne, absolument personne, n'était préparé à une telle montée en charge du e-commerce. Slide suivante, s'il vous plaît. Problème technique. Allô, allô. Bon, c'est pas grave. Ce que je voulais rajouter dessus, c'est que si le slide vient, en attendant, je vais vous le raconter. La chose que vous devez comprendre, c'est que la façon de faire ses achats a fondamentalement changé. Il y a évidemment ces commandes sur Internet, merci, et puis il y a surtout la fréquence d'achat. Ce qu'on observe depuis quelques semaines, une violente baisse. J'entends quelqu'un derrière. Voilà, merci. Ce que je veux dire, c'est que la fréquence d'achat liée à cette complexité d'aller faire ses courses, de faire la queue, la peur de sortir, les papiers à remplir, fait que finalement, on observe une tendance aujourd'hui à moins 50, moins 60% de fréquentation des magasins, ce qui est énorme. Mais les paniers moyens, c'est-à-dire ce que vous mettez dans votre chariot, a augmenté de 160%. Ce qui fait que les chiffres restent soutenus, mais dans une façon de travailler complètement différente. Beaucoup moins de monde dans les magasins, mais des paniers très élevés, surtout sur des produits essentiels. Et vous, j'imagine, qui faites vos achats régulièrement, vous avez dû observer qu'il manquait déjà pas mal de produits dans les magasins, qui reviennent assez régulièrement, mais il y a un début de pénurie, sans s'alarmer, hein, je ne veux pas mettre le feu. Il y a moins de choix dans les assortiments, mais chacun s'efforce de couvrir ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, une unité de besoin, pour que si vous veniez chercher des œufs ou de la farine, vous en trouviez. Peut-être pas la marque que vous aimiez auparavant, mais vous trouverez toujours des œufs et toujours de la farine. Alors, quand on regarde un peu tous ces chiffres et ces grands changements, je passerai du temps à vous répondre et à vous détailler tout cela, mais on observe à peu près la même chose dans tous les pays. Que ce soit d'ailleurs en France, très proche de nous, ou dans les pays plus lointains, à chaque fois, on retrouve exactement la même chose. Les changements de mode d'achat ont violemment été perturbés, et nous pensons qu'une bonne partie de ces choses vont perdurer demain. Je vous le disais tout à l'heure, la commande sur Internet qui était un peu faible en Italie va forcément
continuer demain, peut-être pas sur les mêmes tendances très très fortes, mais il y aura une explosion de ces ventes, c'est indéniable. Et puis à l'intérieur de ça, on va voir qu'il y a beaucoup de produits qui vont certainement changer la façon de les acheter. Et je pense en particulier en ce moment, je vous parlais de la farine. Vous savez qu'en Italie, aujourd'hui, tout le monde s'est improvisé apprenti boulanger ou apprenti pizzaiolo. Et il est très très difficile de trouver de la levure pour faire pousser un peu la pizza ou le pain. Ça veut dire que tout le monde redécouvre les joies de cuisiner à la maison. On a le temps, pour tous ceux qui sont confinés. Le pouvoir d'achat a tendance à diminuer avec ces chômages partiels, les gens qui restent chez eux. Et donc, on redécouvre que finalement, on peut manger pour bien moins cher qu'auparavant. C'est une vraie réflexion du moment qui nous pousse à regarder si demain, on doit continuer à avoir des assortiments pléthoriques, comme on l'avait tous dans toutes les enseignes, à vouloir proposer 10, 15, 20 marques différentes pour un même produit. Je pense que cette période de confinement va commencer à faire changer notre façon de consommer. Alors, j'ai mis ici quelques illustrations de tendances, de chiffres d'affaires, de produits qui explosent. Évidemment, la farine, les œufs, etc. Mais il y a aussi des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Je ne sais même pas si je vous l'ai mis sur ce slide, mais savez-vous qu'on n'a jamais vendu autant de vin ou autant de bière? Et pourtant, ce n'est pas forcément des produits essentiels, mais on se retrouve chez soi et j'ai une tendance à boire un petit verre de vin ou une petite bière avec les beaux jours qui arrivent. C'est quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé. Il y a une explosion des produits sains. C'était déjà une forte tendance avant. Hein. Tout le monde allait vers plus de localisme, des produits italiens, des produits kilomètre zéro, proches de chez moi. Cette tendance s'est accélérée pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, les ventes de bio et de produits beaucoup plus naturels sont en explosion bien plus forte d'ailleurs que toutes les autres marques. Et à l'intérieur de cela, ce qu'on voit aussi émerger, c'est des marques propres. Les produits Carrefour, les produits de chez Conad, Desselunga ou d'autres sont en explosion sur tout le marché par rapport aux marques nationales. Il y a certainement un effet, là encore, pouvoir d'achat, puisque les marques de distributeurs sont souvent positionnées 20 ou 30% moins chères que les marques nationales. Et là encore, on voit que l'incidence de l'arrêt de l'économie sur le pouvoir d'achat est forcément très forte sur les choix de produits qui sont faits en magasin. Alors, justement, si on se projette un tout petit peu demain en matière de consommation, j'ai mis un slide, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour faire un tout petit peu de publicité pour Carrefour, évidemment. Carrefour est engagé depuis maintenant 3 ans dans un grand plan qui s'appelle Hack for Food, où on essaie d'apporter le meilleur à tout le monde dans le monde entier. Nous voulons être le leader de la transition alimentaire. Je vous ai illustré ici tous les engagements que Carrefour prend au quotidien, qui sont évidemment suivis par tous les autres retailers avec plus ou moins de force. Et je pense que toutes ces tendances que je vous ai illustrées sur ce slide, que je ne vois toujours pas à l'écran, mais qui ne saurait tarder, illustrent bien ce qui demain devrait continuer de progresser assez violemment dans notre pays, mais comme dans tous les autres pays occidentaux. Alors, je vous ai parlé un peu du boom des chiffres, des changements de consommation, du e-commerce qui est en train de flamber, du retour aux produits essentiels, mais finalement, le sujet sur lequel j'aurais voulu m'attarder davantage et que j'ai mis à la fin de cette présentation, qui ne tourne pas, je ne sais pas si on peut m'aider à tourner ces pages, ou c'est peut-être mon écran qui est bloqué. Moi, je voulais vous parler finalement de ce qui me préoccupe le plus au quotidien et qui oui, représente le titre de cette intervention. Je te remercie, Gérard, effectivement. Je te remercie de nous parler du quotidien, parce qu'effectivement, on en a parlé un peu avant ensemble, et tu me parlais évidemment, et c'est un peu le titre, de ces héros mal connus. Et je crois qu'on en parle beaucoup, bien sûr, des infirmiers, des médecins qui donnent beaucoup, mais je voudrais aussi que là, tu nous parles un peu de ce quotidien, de ce qui se passe dans le dépôt, derrière la caisse, dans la chaîne de distribution. Donne-nous un peu allez, l'envers du décor. Avec plaisir, avec plaisir. En fait, je peux même commencer par le début de cette crise.
le fameux week-end du 20 février, dans cette zone de Codogno, où nous avons 2 entrepôts proches de cette zone rouge qui livrent Milan. Un entrepôt pour les produits secs, un entrepôt pour les produits frais. Ce week-end-là, avec les premiers décès, la peur s'est emparée de tout le monde en Italie, évidemment. Et dès le lendemain matin, on a constaté un fort absentéisme sur ces entrepôts. Parce que les gens venaient de cette région et devaient rester chez eux, ou parce que simplement ils avaient peur d'aller travailler dans un entrepôt, être au contact de beaucoup de gens. Et donc immédiatement, les magasins étant vidés de leurs marchandises par ces booms de clientèle, derrière, dans une chaîne d'approvisionnement, il y a les magasins, mais en amont, il y a les entrepôts, et en amont des entrepôts, il y a la capacité des industriels à livrer. Immédiatement, dans tous nos magasins, il a fallu s'adapter. Alors, ce n'est pas des choses qu'on programme longtemps à l'avance. Tout le monde a subi cette crise de plein fouet, par immédiateté, il a fallu réagir. Et là, j'ai vu des équipes non seulement capables de faire preuve de beaucoup de courage pour aller au contact du client dans les magasins, mais aussi faire preuve de tellement d'imagination, tellement de capacité à réagir pour vite s'adapter. Quelques petites anecdotes toutes simples, mais dès les premiers jours, quand on a dit il faut respecter 1 mètre de distance, comment faites-vous respecter 1 mètre de distance dans les magasins? Eh bien, les équipes se sont mis au job, au travail immédiatement. Elles ont pris des rouleaux de scotch et ont commencé à tracer par terre, avec des bandes de scotch, à limiter ces distances d'1 mètre le long des caisses, le long des rayons à service, comme le poisson, comme la viande, comme le fromage, mais aussi dans les plus petits magasins, dans toutes les allées, tous les mètres, on a mis des petites bandes. Et puis chacun a commencé, puisque évidemment il n'y avait pas de masque, ces fameux masques dont on parle tous les jours, il n'y avait pas de masque pour se protéger. Alors chacun a commencé à bricoler un peu de choses pour pouvoir s'adapter. Et puis, dans l'ordre, on a commencé à expliquer aux clients à l'extérieur qu'il fallait respecter ses distances, prendre un peu de temps. Il y a eu au début un peu évidemment de contestation. Il y a des clients qui voulaient rentrer à tout prix, cette peur de manquer. Il fallait calmer les esprits et les équipes ont été formidables. Assez rapidement, malheureusement, on est monté en absentéisme, toujours par les congés parentaux. Vous devez rester chez vous si l'un des deux peut se permettre. Restez chez vous, c'est comme le mot d'ordre du gouvernement, restez chez vous à tout prix pour éviter la contagion. Et pour autant, nos collaborateurs, et ils sont des centaines de milliers dans la grande distribution en Italie, sont venus tous les jours dans les magasins pour faire leur job, pour remplir les rayons, pour couper le fromage, pour servir le poisson et surtout pour faire passer les clients en caisse avec un dévouement qui est vraiment remarquable. On a eu évidemment des gens malades, des gens qui ont eu peur. Il a fallu imaginer, par exemple, quand j'ai imaginé qu'un magasin devrait fermer parce qu'il y avait des cas avérés de coronavirus. Immédiatement, il y a des gens qui se sont portés volontaires pour faire une équipe volante pour aller remplacer l'équipe existante si le magasin devait fermer. J'ai vu apparaître d'un seul coup une énergie, un attachement, non pas à l'entreprise, un attachement à faire son job pour que les consommateurs puissent trouver à manger dans les magasins. Il a fallu faire preuve de beaucoup d'imagination. On a évidemment, dès le début de cette crise, acheté des masques. Les 500 000 premiers masques qu'on a achetés pour pouvoir protéger nos collaborateurs ne sont jamais arrivés parce qu'ils ont été réquisitionnés par l'État pour les personnels médicaux, ce qu'on peut comprendre. Mais du coup, on n'en a pas eu. On a fait beaucoup d'interventions auprès du gouvernement pour réclamer, nous aussi, des masques pour protéger nos collaborateurs qui sont au contact des clients tous les jours. Ça a été très difficile. Je peux vous dire que finalement, on voit que les systèmes centralisés ne marchent pas bien. J'ai donné le feu vert à mes patrons en région pour aller chercher des masques partout où il y en avait et finalement, quel qu'en soit le prix. Il y a eu un marché un peu gris qui s'est organisé assez rapidement dans toutes les régions. On a réussi à trouver des masques de fortune, des masques chirurgicaux, des masques, les fameux FFP2 ou tout autre masque. Et tous les jours, c'était une bagarre infernale pour trouver de quoi isoler nos collaborateurs. Et puis dans un magasin, un beau matin, quelqu'un a eu l'idée de mettre une vitre en plexiglas devant la caisse pour protéger les caissières des postillons qu'un client peut transmettre simplement en parlant ou en toussant malheureusement.
On l'a bricolé un dimanche en allant chez Leroy Merlin, acheter une vitre avec quelques vis, une perceuse, et on a installé les premières vitres dans un magasin. Ça marche, c'était pas très très cher, et j'ai immédiatement donné le feu vert pour l'installer sur les milliers de caisses de tous nos magasins, quel que soit le format. Toute la distribution italienne a fait la même chose. Je me suis permis, moi, évidemment, étant dans un grand groupe international, d'envoyer tout ça à mes autres collègues dans les autres pays. Et dans tous les pays du monde aujourd'hui, tout le monde installe ces plexis qui sont nés d'une initiative locale dans un magasin. Et pour ça, on a des gens qui sont vraiment magnifiques. Nous avons évidemment en parallèle, ce qui sort tout de suite, c'est qu'on a envie, au-delà de faire son travail, on a envie de servir les plus démunis. Dans tous les magasins, nous sommes tout de suite rapprochés des hôpitaux et des personnels médicaux partout. Aujourd'hui, je peux vous dire que quasiment dans chaque ville où il y a un hôpital, il y a un magasin qui prépare à manger pour le personnel médical. Dans énormément d'endroits, nous avons mis au point des systèmes pour livrer directement dans les hôpitaux les courses du personnel médical chaque jour. Et tout ça est fait par des initiatives souvent locales de collaborateurs en magasin qui non seulement viennent tous les jours au contact du client, mais qui en plus essaient d'aller au-delà pour pouvoir aussi donner beaucoup de choses à ceux qui en ont le plus besoin. Alors évidemment, dans à peu près tous nos magasins aujourd'hui, mais également chez nos concurrents, nous avons changé tous les horaires d'ouverture. Je pense à Denis qui commence à être âgé. Aujourd'hui, dans tous nos magasins, de 7h30 à 8h30 le matin, les accès sont réservés aux personnes de plus de 65 ans. Tous les soirs, nous ouvrons des créneaux dédiés uniquement au personnel médical, avec des systèmes de coups de fil pour ne pas avoir à perdre du temps dans nos magasins. Bref, on a mis au point des choses assez extraordinaires et ça continue chaque jour. Les premières visières, vous savez, on voit beaucoup maintenant à la télé des gens avec des visières. Là encore, ce sont des initiatives purement locales de collaborateurs qui essaient, quand on manque de moyens, de trouver d'autres solutions. Il y a une chose quand même que je voulais soulever dans cette organisation et ce travail fabuleux que font les équipes tous les jours, c'est que, évidemment, au même moment, comme une bonne partie d'entre vous, on s'est mis au smart working. C'est un mot très à la mode. On a découvert les bienfaits de la réunion en visio, qui oblige à beaucoup de discipline, à pas tous parler en même temps, à respecter une heure de début, une heure de fin. Il faut dire que chez Carrefour, aujourd'hui en Italie, les 1000 personnes qui habituellement travaillent au siège, il en reste une vingtaine au quotidien. Tous les autres sont en télétravail. Ça fonctionne merveilleusement bien. Et puis, ça a une grande vertu, au-delà de montrer à tout le monde qu'on fait des choses inutiles chaque jour. On fait des tas de réunions qui ne servent à rien. On perd beaucoup de temps. On est trop arc-bouté sur des procédures, des processus qui sont souvent trop lourds et qui, finalement, au-delà d'aider, au lieu d'aider nos collaborateurs en magasin, alourdissent un peu la tâche au quotidien. Et ces nouvelles formules de travail nous démontrent combien, finalement, le plus important dans une entreprise comme la nôtre, ce sont les magasins, ceux qui accueillent les clients au quotidien. Il faut leur faciliter la tâche, il faut simplifier le travail, il faut même leur donner beaucoup un peu plus de liberté pour être plus imaginatifs et faire mieux leur boulot chaque jour. Gérard, vraiment, merci pour non seulement cette vision que tu viens de nous donner, et puis aussi ces épisodes humains dans tous les moments comme ça difficiles, dans tous ces chocs, parce qu'il faut bien le dire, c'est un choc. Oui, il y a des héros qui se révèlent, et puis un collectif tout à fait remarquable qu'on peut voir, et en particulier, bien sûr, dans le monde de la santé et dans le monde de l'alimentation, bien sûr, ça c'est très important. Alors, je sais que chacun, vous pouvez donc lancer déjà vos questions. Moi, je vais t'en poser deux, Gérard. La première, on parlait il y a quelques mois tous les deux du changement entre les hyper et puis le magasin de proximité. Est-ce que cet événement va accentuer
ce phénomène ou finalement, non, les hyper vont trouver une autre vie, en tout cas un autre développement? Écoute, l'hypermarché dont trop souvent on dit dans les pays européens qu'il est mort, etc., que c'est fini, je ne pense pas. Je pense que l'hypermarché, il faut en permanence l'adapter, le réinventer. Nous avions commencé, hein, toutes les enseignes qui ont des hypermarchés avaient commencé à adapter un peu ce qu'est un hypermarché. Cette crise va certainement nous obliger à aller encore un peu plus loin. Dans certains pays, d'ailleurs, nous avons commencé à fermer quelquefois l'après-midi les hypermarchés pour les transformer en centres de préparation pour le e-commerce. Alors, c'est difficile aujourd'hui parce que, vous le savez, en Italie, on nous a autorisé à ouvrir nos magasins pour notre rôle d'être capable de délivrer les produits essentiels à tout le monde au quotidien. Et donc, on a dû fermer nos rayons non alimentaires. Il n'y a aucun magasin aujourd'hui qui vend du textile ou des produits du bazar, de la vaisselle, etc. C'est absolument interdit, ce qui a été très compliqué. Vous imaginez de fermer ces rayons dans un même magasin. Il a fallu mettre des procédures en urgence, mettre des bouts de scotch fermés, expliquer aux clients que c'est là, mais on ne peut pas s'en servir. Ce qui d'ailleurs m'a fait un peu, je vais être honnête, un peu hurler au début en disant mais à quoi bon nous empêcher de vendre tout cela puisque ces produits sont dans le magasin et que les clients sont dans le magasin. Et moi, je suis un commerçant avant tout. Mon job, c'est de faire du chiffre et de la profitabilité. Et puis, un jour, j'ai vu également débarquer des forces de l'autorité dans certaines régions qui nous ont dit vous arrêtez la pâtisserie, par exemple, parce que ça ne sert à rien. Vous arrêtez les poulets rôtis, ou vous fermez les pizzerias. Vous faites que de la pizza rossa et la pizza bianca, mais pas les autres. Alors, on se dit mais pourquoi, grand Dieu, puisque nous avons les gens. Et puis, on nous explique que finalement, tout cela, c'est du travail. Et ce travail, c'est des gens qui viennent l'effectuer en magasin et qui contribuent à la propagation de ce virus. Et finalement, si on ne faisait pas toutes ces choses qui ne sont pas essentielles, alors les gens pourraient rester chez eux et contribueraient moins à la propagation de ce virus. Alors d'un seul coup, on réfléchit, on se dit, finalement, oui, je suis un commerçant, c'est mon job, mais je dois aussi en ce moment basculer vers un autre mode de gestion. Et donc, quand je regarde mes hypermarchés aujourd'hui, comme les autres dans le pays, hein, sont à la traîne en ce moment, très clairement. Le dimanche, on les ferme. Le samedi, il n'y a plus de clients. Tout le monde se rue vers le supermarché et la proximité. Et Carrefour a une stratégie multiformat, omnicanal. Donc, on a la capacité à dévier nos flux d'un format à un autre. Mais forcément, pour revenir sur ta question, ça va nous obliger à repenser encore plus le changement qu'il va falloir apporter à l'hypermarché. C'était déjà dans le monde food compliqué où on faisait plus du showrooming pour permettre aux gens ensuite d'aller commander sur Internet. Peut-être que l'hypermarché va aller un peu plus loin dans cette capacité à contribuer à l'essor du e-commerce. C'est un peu prématuré, je n'ai pas de boule de cristal, ça va dépendre des pays, ça va dépendre de la façon dont, quand on sortira de cette crise, les clients vont réagir. Mais oui, tu as raison, l'hypermarché, il n'est pas terminé. Il va juste accélérer sa mutation pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation. D'accord. Merci Gérard. Je vais Il y a aussi envoyer à Raphaël là, pour savoir si nous sur la avons concurrence. des questions. Oui, Oui, il alors, y a sur la concurrence Raphaël. aussi un nouveau acteur comme Amazon. Vous avez parlé de l'hypermarché, mais c'est important aussi les positionnements dans les concurrences des nouveaux acteurs comme Amazon. Oui, alors Amazon, je ne veux pas les chiffres d'Amazon aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est Amazon sur le food, il est quasi inexistant. Donc il n'y a pas d'explosion d'Amazon, j'imagine, en Italie comme ailleurs sur le food. C'est bien les acteurs classiques, les enseignes que tout le monde fréquente, qui se mettent à développer à grande vitesse la livraison à domicile et le click and collect sous des formes diverses et variées. Sur le non-food, évidemment, Amazon, voilà, c'est le géant mondial sur le non-food qui a déjà pris énormément de parts de marché. J'ai cru comprendre, je ne vous l'ai pas mis ici, mais il y a pas mal de statistiques qui sortent qui disent que finalement, le e-commerce non alimentaire, qui est la grande spécialité d'Amazon, n'est pas en plein boom. C'est assez bizarre, hein. On aurait pu penser que les gens étant chez soi, les enseignes classiques de non alimentaire comme le textile et autres étant fermées, on aurait pu imaginer qu'il y ait une explosion des livraisons à domicile ou du click and collect. Et en fait, ce n'est pas vraiment le cas.
Ce n'est pas vraiment le cas parce que vraiment tout le monde est axé sur l'essentiel. La priorité de la population aujourd'hui, c'est de se nourrir. Le revenu moyen aura tendance à baisser ce mois-ci et dans les mois qui viennent avec tous ces problèmes économiques, c'est indéniable. Et donc, comme je vous le disais au tout début, on revient à la consommation de produits essentiels. Ça veut dire que les rayons textiles, par exemple, même si tous les magasins sont fermés, ceux qui en vendent encore un peu constatent des ventes extrêmement basses. Ça veut dire qu'on n'a pas le cœur, on n'a pas la tête. D'abord, on ne sport pas, donc il n'y a pas besoin de s'habiller différemment, ou moins. On fait moins de réunions de famille ou de réunions avec amis, donc il n'y a pas besoin d'avoir le nouveau barbecue à la mode. On est contraint d'être chez soi, d'occuper les enfants, donc il y a des choses qui marchent très très bien, il y a des catégories évidemment qui explosent, mais la grande majorité des produits non-food sont plutôt, même dans la livraison à domicile, en réduction, et donc je pense, je n'ai pas les chiffres, hein, évidemment, il faut aller les demander à Amazon, mais je pense même qu'Amazon en ce moment ne s'éclate pas forcément. Ok, Raphaël, y a-t-il d'autres questions? Non, il n'y a pas. D'accord, bon, je crois que ce que Gérard a tout dit finalement, tout dit ou presque, mais allez, tu as encore quelque chose à nous dire? Oui, parce que je voudrais aussi, évidemment, c'est compliqué chaque jour, hein. Il me faudrait 3 ou 4 heures pour vous raconter notre vie au quotidien. Vous savez, quand tous les soirs, les régions sortent des nouveaux décrets avec des nouvelles interdictions d'ouverture ou des nouvelles contraintes auxquelles il faut s'adapter, qui sont très différentes d'une région à une autre. Ça demande énormément d'énergie pour les équipes dirigeantes pour recadrer tout ça et savoir ce qu'on a à faire le lendemain matin. Mais au-delà de cela, ça génère des coûts monstrueux auxquels on ne parle pas. Tout le monde, j'imagine, se dise ah, ben c'est génial quand même. Les magasins alimentaires sont tous ouverts, les clients achètent énormément, il y a beaucoup de chiffres, il n'y a plus de promos parce que ça n'intéresse plus personne. Puis d'ailleurs, je crois que éthiquement, faire des promotions, c'est stupide aujourd'hui. De dire aux clients viens chez moi plutôt que chez l'autre parce que c'est moins cher, ça n'a aucun sens aujourd'hui dans un contexte de crise tel qu'on la vit au quotidien. Et donc, ce qu'il faut juste, ce que je voulais dire, c'est mettre au regard de cette évolution du chiffre, qui, vous l'avez vu sur les graphes, a explosé, puis ensuite ça revient à quelque chose de tout à fait habituel, parce que même si on vend beaucoup de produits de première nécessité. Un kilo de farine, c'est moins d'1 euro, hein, donc on en vend des tonnes et des tonnes, mais des tonnes d'1 euro. C'est beaucoup moins qu'un kilo de filet de bœuf ou des barbecues à 300 euros. Ça permet de relativiser. Mais surtout, tout cela engendre des coûts qui sont énormes, exponentiels au quotidien. Évidemment, je vous parlais des masques tout à l'heure, des visières, des gants. Avec cette pénurie de masques et les prix qu'il a fallu payer un peu partout, nous dépensons à l'échelle du pays, Carrefour comme les autres, des millions d'euros pour subvenir à la protection de notre personnel en matière de gants, de gel hydroalcoolique, de masques au quotidien, de moyens de sécurité partout renforcés pour faire respecter les distances sur les parkings à l'intérieur. Vous savez, quand vous arrivez dans un supermarché, aujourd'hui vous faites la tête parce que vous attendez 45 minutes, mais il faut savoir qu'il y a 3 gardiens qui communiquent par talkie-walkie, l'un qui vérifie le nombre de personnes qu'on peut faire rentrer pour éviter qu'on se touche dans le magasin, l'autre qui mesure le nombre de clients qui arrivent en caisse et s'il en voit plus de 2 ou 3, il envoie un message au collègue pour dire freine à l'entrée. Un autre qui surveille les rayons les plus confinés, comme les rayons des fruits et légumes, où il faut garder les distances. Donc là encore, ça demande des moyens en sécurité assez colossaux. Mais je pourrais aussi vous parler de tout le non-food qui nous reste sur les bras. On ne peut rien, on n'a plus le droit de le vendre. Tout ça reste dans les rayons. D'or en stock va avoir un impact cash énorme pour tout le retail. Les produits de Pâques, nous sommes dans la semaine de Pâques, dimanche et lundi. C'est le moment où on fait les réunions de famille, où on fait des repas autour de l'agneau pascal, où les anciens offrent les œufs en chocolat aux plus petits. Dans cette période de crise, tout ça est triste à mourir. Les colombes de Pâques, ça ne se vend pas. Les œufs, ça ne se vend pas. L'agneau, ça se vend très très peu. Donc tous les produits de Pâques sont en train de pas se vendre.
Et tout le monde doit s'adapter, hein, depuis les producteurs, les fournisseurs jusqu'à nous, évidemment. Et puis, l'autre problème qui arrive derrière, c'est dans les centres commerciaux, les enseignes qui n'ont pas pu ouvrir, qui ne peuvent plus payer les charges, qui commencent à demander à ne plus payer les loyers. Et puis, un autre et dernier élément qu'on a un peu de mal à mesurer, on fera les comptes après, c'est la démarque. Vous savez, la démarque, ce qu'on appelle la démarque dans notre métier, c'est la démarque connue et inconnue. Inconnue, c'est le vol, pour faire simple, et connu, c'est ce qu'on a cassé, les dates de limite de vente qu'on met à la poubelle, etc. Aujourd'hui, avec ces afflux, ces pointes de clients qu'il y a eu dans les magasins partout, ça a généré une démarque complètement folle dans tous les rayons, dans tous les pays. Donc, pour l'instant, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de sécuriser au maximum nos collaborateurs pour qu'ils puissent accueillir les clients dans les meilleures conditions. Mais je pense que l'addition va être salée pour tous les retailers en Italie comme dans les autres pays occidentaux. Voilà ce que merci. Il y a une autre demande. Quelles sont les différences entre Carrefour France et Italie? Hormis qu'en France, on parle français et qu'en Italie, on parle italien, il n'y en a pas beaucoup. Vous savez, la France a beaucoup observé l'Italie. Malheureusement pour nous en Italie, nous avions un quart d'heure d'avance par rapport aux autres pays. Donc tous les pays d'Europe ont observé l'Italie. Et à l'intérieur du groupe Carrefour, évidemment, tous les pays ont observé ce qui se passait chez nous. Et moi, j'ai alerté évidemment mes collègues au quotidien de ce qu'on vivait, de ce qu'on ressentait, des problèmes que nous pouvions rencontrer. Et quand maintenant je reprends tout cela et je le mets au regard de ce qui s'est passé en France, ou en Espagne, ou en Belgique, ou en Pologne, ou en Argentine, etc., ou même à Taïwan, en fait, on voit exactement les mêmes choses. Exactement les mêmes choses. Tous les consommateurs dans le monde entier, dès qu'il y a une annonce de confinement, se ruent dans les magasins. On observe à peu près les mêmes explosions de ventes sur les mêmes catégories de produits et les mêmes méventes sur les mêmes catégories de produits. Tout le monde a dû chercher partout des masques, à faire respecter les distances de sécurité, à mettre en place des moyens colossaux partout. Finalement, il n'y a pas de différence, hormis la langue, c'est exactement la même chose. Raphaël, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une autre. Est-ce que la crise change vos sources d'approvisionnement et peut être l'occasion de privilégier les produits de kilomètre zéro, notamment pour les fruits, les légumes et autres produits? Absolument, c'est une question fondamentale. Nous étions déjà dans cette démarche de consommer davantage italien et davantage de produits régionaux, locaux, kilomètre zéro, comme vous dites. Et il y a évidemment une accélération. Je prends l'exemple de la farine, qui est un produit de base que tout le monde utilise, et en particulier en Italie avec les pizzas. La farine est venue à manquer assez rapidement face à l'augmentation exponentielle des ventes. Donc ce qui change déjà, c'est que nos fournisseurs habituels ont souvent du mal à subvenir à ces poussées de fièvre. Donc il a fallu, dans chaque région, chercher des fournisseurs régionaux ou locaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous allez dans un magasin Carrefour à Milan, un autre à Turin, à Rome ou à Naples, vous ne trouverez pas forcément les mêmes marques de farine parce qu'on a fait appel à davantage de producteurs régionaux et locaux, ce qui accélère ce mouvement vers le kilomètre zéro. Aujourd'hui, et je l'ai écrit au président de Coldiretti en début de semaine, chez Carrefour, en fruits et légumes, en produits frais en général, 85% de ce qu'on vend est déjà italien, purement italien. Les 15% sont des produits qu'on ne trouve pas en Italie ou qui sont de contre-saison. Nous avons pris l'engagement, mais je sais que mes collègues des autres enseignes l'ont fait également, d'aller encore plus loin et de se rapprocher partout en Italie des producteurs et de consommer davantage local. C'était un mouvement entamé avant cette crise qui s'amplifie pendant cette crise et qui, j'en suis certain, va perdurer après la crise. Raphaël, avons-nous une autre question? Non? Oui. Come cambieranno in maniera definitiva le abitudini dei nostri clienti passata l'emergenza Covid? Comment on va changer les habitudes de notre client après l'émergence Covid? Alors malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, j'aimerais bien en avoir une parce que c'est la question du moment. Tout le monde se pose la question de
ce que nous sommes en train de vivre et ces changements fondamentaux dans les habitudes de consommation vont-ils perdurer, ou plutôt qu'est-ce qui va perdurer, qu'est-ce qui va s'accélérer, ou qu'est-ce qui va revenir à la normale. J'avais mis quelques exemples dans les slides. C'est une vraie réflexion du moment pour tous. Je vous l'ai dit, je pense que le e-commerce va continuer sur sa lancée, peut-être pas avec la même force qu'actuellement pendant la crise, mais les gens vont prendre l'habitude d'utiliser cette forme de course, et donc ça va avoir des changements fondamentaux dans notre manière d'achalander et de construire nos magasins. Un retour aux produits sains, aux produits locaux, et peut-être, je crois, c'est une vraie question ouverte, au retour de je fais la cuisine moi-même avec des choses simples, j'apprends à cuisiner pour moins cher, plutôt que le boom des produits prêts à consommer, prêts à cuire, qu'on a observé ces dernières années dans tout le monde occidental. Peut-être que sur ce point, il y aura un changement, mais franchement, je n'ai pas de boule de cristal, on fait des hypothèses, on fait des schémas pour demain et on essaie de s'adapter semaine après semaine et d'essayer de projeter ce qui va changer demain. En fait, je crois qu'on est arrivé à des horaires. On avait dit 11h45. S'il y a encore une demande, on va peut-être la prendre. Y en a-t-il une? Non? Oui, nous avons notre demande. Nous avez parlé de vitres de protection de cahiers en Italie et on a doté pour d'autres pays un système de best practice au niveau du groupe. Vous pensez que dans les prochaines semaines, on va aussi en Italie? Écoutez, c'est vrai que les systèmes de best practice se sont énormément développés en ce moment. J'imagine dans toutes les professions, mais particulièrement dans la nôtre. Et ça dépasse les frontières, évidemment. Dans un groupe comme Carrefour, tout ce qu'on fait en Italie, on le partage avec la France, l'Espagne et les autres pays, mais également ce qui est fait dans les autres pays, nous l'appliquons en Italie. C'est incroyable, cette ingéniosité qui peut naître de tous les coins du monde, et on a tout intérêt, évidemment, à en profiter, à le mettre en œuvre. Mais ça existe aussi au niveau d'un pays comme l'Italie, même si nous sommes très concurrents avec Esselunga, avec Conad, avec Hyper La Grande, avec Coop ou avec nos amis du groupe VG, PAM, etc. Je peux vous dire qu'on communique beaucoup ensemble. Au-delà des critères concurrentiels, évidemment, on ne parle pas de chiffres, de prix, etc. Ce n'est pas le sujet. Mais on partage beaucoup les bonnes pratiques au sein des fédérations pour pouvoir aider chacun. S'il y a une bonne idée quelque part, il n'y a aucune raison que les autres n'adaptent pas. Donc oui, plus que jamais, ces best practices sont à l'honneur et permettent de dépasser un peu les frontières habituelles de la concurrence ou des pays. Et tu as, Gérard, quelques exemples de best practices qui t'ont frappé, même peut-être a priori anodines, mais ces trucs qui font que le système D, comme on dit en français? La meilleure des bonnes pratiques, c'est comment au quotidien remercier nos collaborateurs, ces héros du commerce, et donner envie de continuer à le faire. Et pas forcément sous forme de primes exceptionnelles, etc. Moi, j'ai beaucoup appris de ce que faisaient mes collègues en Espagne. En Espagne, ils ont organisé des bravo meetings tous les jours et multiplié ce genre d'initiative dans tous les magasins dans tout le pays. Nous l'avons reproduit en Italie, où les gens s'applaudissent entre eux pour le travail qu'ils font et ce qu'ils arrivent à faire tous les jours pour les collaborateurs. Une autre best practice, c'est sur ces fameuses vitres anti-postillons que nous avons posées sur les caisses. Un pays, chez Carrefour, a eu immédiatement l'idée de ne pas laisser juste la vitre toute seule, mais de rajouter le symbole actuel de l'arc-en-ciel qui représente notre ambition de vaincre ce virus et de retrouver une vie à peu près normale. Immédiatement, on l'a mis en place en Italie. Et puis, j'ai vu chez un concurrent, dont je ne citerai pas le nom, mais qui avait été au-delà et demandé aux clients qui passaient en caisse avec un feutre d'écrire un petit mot sur cette vitre pour remercier la caissière ou remercier quelqu'un. J'ai trouvé ça assez génial et j'ai demandé également à ce qu'on donne la possibilité de le faire dans nos magasins. C'est des petites choses, mais quand une caissière
qui portent le masque toute la journée. Ça fait mal au nez. C'est difficile de respirer. Les gants qui peuvent créer de l'eczéma, ce gel hydroalcoolique qu'il faut mettre sans arrêt parce qu'on a touché des produits. Quand vous passez en caisse, vous touchez tous les produits que tous les clients ont manipulés. Même si on donne des gants à l'entrée au magasin, même si on prend la température, etc. D'avoir un petit mot, juste un petit mot sur la vitre. Vous avez votre masque, vous avez vos gants, vous êtes là toute la journée à manipuler des produits, on vous a mis derrière une vitre pour vous protéger. Si sur cette vitre, vous-même, vous qui nous m'écoutez aujourd'hui, si vous pouviez prendre un petit feutre et mettre un petit mot pour dire merci à la caissière qui est venue aujourd'hui pour que vous puissiez faire vos achats, je trouve que c'est des bonnes pratiques qui peuvent contribuer à remercier tous ces gens qui tous les jours font un travail extraordinaire pour vous permettre de manger en famille, confiné, tranquillement chez soi. Gérard, que ce soit l'occasion pour l'ensemble de la Chambre de commerce et l'ensemble de nos amis qui nous écoutent de remercier tous ces collaborateurs, toutes ces personnes qui prennent des risques, comme tu le dis. Et pour moi, c'est un grand plaisir de t'avoir écouté et à travers toi, le monde de la distribution, bien sûr Carrefour, évidemment, mais le monde de la distribution, de ce qu'on appelle, oui, ces héros pas trop connus. Et j'espère qu'à travers cette présentation et que chacun qui vient d'écouter ton témoignage répercute. Et je crois qu'on ira demain ou tout à l'heure faire nos courses en regardant les collaborateurs du magasin, la caissière ou le caissier d'une manière différente. Et oui, on va lui écrire peut-être un petit merci ou lui faire un simple sourire. Et je crois que c'est ça, dans ces moments, cette humanité qui sort et qui finalement donne un peu plus de sens à nos vies. Au moins, regardons les choses positives dans ce monde, pour l'instant, noir. Je reviens vers Raphaël pour savoir s'il y avait vraiment une autre question et je ne voudrais pas la manquer. Raphaël? Oui, nous avons une autre question. Vous pensez que tous les negozi, scusa, on a perdu Raphaël, on ne l'entend plus. Et si j'entends très bien, Raphaël. No. Oui, credete che tutti i negozi che hanno chiuso potranno riaprire e quando? Alors, vous parlez essentiellement des magasins non alimentaires, hein, tous ceux qui ont eu une interdiction parce que ne vendant pas des produits essentiels. Alors, évidemment, il y a des décisions, là encore, gouvernementales et puis les décrets pris région par région en Italie qui peuvent différer. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait un point ce matin, comme tous les matins, vous savez que, comme vous, j'imagine, nous sommes en cellule de crise tous les jours, tous les matins avec les équipes. J'ai 21 personnes en visio depuis le 21 février, y compris le samedi, y compris le dimanche, et à n'importe quelle heure de la journée si nécessaire. Et ce matin, ma patronne des centres commerciaux me disait que dans plusieurs galeries marchandes, certains commerces commençaient à réouvrir parce que les décrets ne sont pas toujours 100% très très clairs sur ce que l'on peut vendre ou pas vendre, ce qu'on a le droit d'ouvrir ou pas ouvrir. Donc certains avaient choisi de fermer dans le doute et ça revient. Donc, par exemple, très officiellement, là il y a un décret dans toutes les régions, il y a un décret gouvernemental qui autorise à nouveau de vendre des fleurs, des plantes ou des plantes potagères. Je sais que c'est l'époque qui fait beau, il est temps d'aller planter ses tomates, et même sur les balcons, donc on a autorisation maintenant de vendre ce genre de produits. Donc dans les galeries marchandes, les fleuristes réouvrent. Les gens qui vendent de l'électrodomestique également, dont certains avaient décidé de fermer, réouvrent dans toutes les galeries marchandes. Donc on voit petit à petit certaines activités qui commencent à refaire, à rouvrir leurs portes aux clients. Mais c'est tout petit, hein. Mais ça démarre. La dernière, si c'est possible, c'est en ce qui concerne Carrefour online. Comment avez-vous monté, vous avez fait effacer les montées de commandes et de termes de personnel et de logique? Alors là, ça s'est fait, c'est un peu comme les bouts de scotch au début. Hein. Franchement, face à la vague de commandes sur Internet, évidemment, d'abord les systèmes ont lâché. Le nôtre, comme ceux de tous les autres d'ailleurs, et dans beaucoup de pays, les systèmes n'étaient pas prêts. Donc l'informatique tombe en rade, vous ne pouvez plus accéder au système et vous hurlez après Carrefour parce que vous ne pouvez pas passer une commande.
Ensuite, quand le système fonctionne, parce que les équipes informatiques ont fait un travail remarquable pour renforcer les capacités de tout ça, booster les CPU des machines, rajouter de la puissance. Après, c'est les hommes qui n'arrivent pas à suivre. Arriver à préparer autant de marchandises en si peu de temps, c'est d'une extrême complexité. Donc là encore, c'est le système D. Bien sûr, un peu d'organisation quand on a un peu de recul, mais au démarrage, c'est du système D. Moi, j'ai vu, pour vous donner l'anecdote, un patron de territoire chez moi, donc un patron qui gouverne les hyper, les super, les proxys pour toute une région, aller lui-même le samedi après-midi et le dimanche dans l'entrepôt de préparation pour préparer des commandes de e-commerce pour les clients. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'un peu partout, tout le monde s'est relevé les manches et a été en renfort pour pouvoir subvenir à cet afflux massif de commandes. Ensuite, parallèlement à cela, la technique évoluant très très vite, tous les intervenants, toutes les sociétés qui travaillent avec nous sur les systèmes informatiques sont venus au quotidien arranger, modifier, corriger, etc. Et ce qu'on a fait, ça c'est une bonne pratique aussi, Denis, qui est arrivé d'autres pays, en l'occurrence je crois que c'est la France, c'est qu'on a mis, alors je crois qu'on est les seuls encore en Italie, on a mis une file d'attente sur le site e-commerce. C'est rageant de venir et que ça ne marche pas. Bon, il y a plein de gens qui râlent au quotidien, mais c'est encore plus rageant de pouvoir se connecter et puis que rien n'apparaisse. Et donc, ce qu'on a fait, on a mis une file d'attente. On vous dit, un peu comme vous passez en caisse à la file unique, on vous dit 3 minutes d'attente à ce point-là. Si vous allez sur le site e-commerce de Carrefour, on vous dit, bon, attention, d'abord, est-ce que vous êtes une personne âgée, une personne des services médicaux ou une personne malade? Si c'est le cas, vous êtes prioritaire. Et là, on fait appel au civisme des gens. Donc, vous cliquez, oui, je suis dans cette catégorie ou non, et j'attends. Et puis ensuite, on vous met dans une file d'attente électronique qui vous dit, malheureusement, il y a 20 minutes, 30 minutes, voire 1 heure d'attente pour pouvoir faire vos courses. Donc voilà, ça, on a fallu adapter les systèmes pour permettre à tout un chacun de pouvoir prendre ses commandes. Et d'ailleurs, je fais passer le message, si vous êtes nombreux à commander online, je sais que c'est guère mieux chez mes concurrents, et pourtant tout le monde se bat, mais tout le monde a les mêmes difficultés. Un tout petit peu d'indulgence. C'est comme quand vous allez physiquement en magasin, que c'est long, il faut faire la file, il faut respecter les distances, etc. Si on vous fait rentrer que 2 par 2 ou 3 par 3, c'est pour éviter que vous vous retrouviez trop proche d'un autre consommateur dans les rayons. Et bien pour le e-commerce, c'est pareil. Si on laisse ouvert tout, on sera incapable de livrer. Donc il vaut mieux filtrer un peu, demander un peu d'indulgence. Tout finira par être livré à tout le monde. C'est juste une question de temps. Bien, merci Raphaël, je pense qu'on peut conclure. Gérard, encore une fois, merci. Moi, j'aurais envie, mais et je pense que si tout le monde là, en tout cas moralement, d'applaudir tous tes collaborateurs, d'applaudir tout le monde de la distribution en général, et bien sûr, évidemment, ceux de Carrefour, comme on le fait pour d'autres catégories, eh bien moi, j'applaudis. Et je dis merci parce que grâce à eux, d'abord on peut manger, c'est quand même pas rien, et ensuite le faire avec les risques que l'on connaît dans cette épidémie désastreuse. Donc merci à toi Gérard, merci à Carrefour. C'est un webinaire, je pense que s'il y a d'autres questions qui viennent après, à tous nos amis qui nous écoutent, vous pouvez les faire. On les passera à Gérard qui, je suis sûr, y répondra. Le prochain webinaire sera un webinaire en italien, mais il va y avoir un webinaire en français avec un invité qui est Jacques Attali, que je pense les amis français connaissent bien, ancien conseiller du président de la République, Mitterrand, et ancien président de la Banque mondiale et de Planet Finance. Donc voilà, ça sera le prochain webinaire. Je vous souhaite à tous d'abord une bonne santé et allez faire vos courses. Alors peut-être chez Carrefour, évidemment, allez chez Carrefour faire les courses et remercier le caissier ou la caissière de son sourire. Et moi, je te remercie infiniment, Gérard, et je vous salue à vous tous. Avec plaisir, merci. Merci, Gérard. Merci. Merci.
Merci. Merci. Très intéressant. Merci.